Ma tasse fit avec mon chandail. C'est un hasard. C'est cool! Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et c'est aujourd'hui que nous allons déterminer si en 2023, les booktubers québécois avaient bon goût. Des fois qu'il y aurait eu Vénus en rétrograde qui aurait rendu leur relation avec les livres un peu plus compliquée puis qui serait dans le chat. Je dis n'importe quoi, je connais rien en astrologie, ok Sylvain, corrige-moi. Dans une précédente vidéo, et là j'espère qu'elle va être précédente parce que je l'ai filmée mais je l'ai pas encore montée puis c'est vraiment long à monter cette vidéo-là, fait que j'espère que je vais avoir fini par le faire. Je vous avais présenté un tas de booktubers québécois francophones, anglophones avec les listes de favoris de 2023, ce que j'avais lu et aimé, ce qui me tentait. Puis là, ben aujourd'hui, j'ai lu les romans préférés des 6 booktubers québécois que j'avais sélectionnés. En fait, j'ai lu un de leurs romans préférés et je vous ai fait comme d'habitude un semi-vlog, c'est-à-dire que ça s'appelle un vlog parce que c'est plein de petits clips, mais vous avez pas d'image, puis je suis toujours installée ici. Bref, c'est pas un vlog pantoute. Les booktubers dont il était question, c'était Sous le ciel, Maps, Sylvain Démenti, Cindy Landes, Sab et les livres, et Anne Littérarum. Est-ce que ça vous tente de savoir ce que j'ai choisi? J'espère, parce que c'est de ça qu'on va parler. Go! Première booktubeuse, c'était Sous le ciel. Je commence encore une fois par elle parce que tous les livres de sa liste, sauf un, étaient soit déjà lus, soit dans ma pile à lire. Peut-être qu'on se parle un peu trop, en fait. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je lirais soit A Dowry of Blood, Nos cœurs disparus ou Divine Rivals. Je vous laisse donc avec Mamaki qui vous parle du roman que j'ai choisi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être surpris. Moi, je suis surprise en tout cas. Honnêtement, ce livre avait tout pour me déplaire. Et finalement, il m'a tout donné pour me plaire. Bon, je vais vous dire c'est quoi. Divine Rivals de Rebecca Ross. Dans cette histoire, t'as de l'historique, t'as de la magie, t'as de la romance, t'as de la mythologie, t'as de la guerre, t'as du journalisme et t'as une plume magnifique. Ce livre, j'étais tellement prête pendant tout le long qu'il me déchire le cœur en 80 000 morceaux parce que j'étais sûre qu'il allait faire quelque chose pour me décevoir. Pendant toute ma lecture, plus je le lisais, plus je l'adorais, plus j'étais au bout de ma chaise comme ça, j'étais comme s'il te plaît, ne ruine pas ce que t'es en train de construire, s'il vous plaît. Et l'autrice, Miss Ross, ben, elle continuait à me servir du bonbon. Bon, je vais vous l'avouer tout de suite, là. J'ai commencé par ce roman-là et j'ai choisi ce roman-là dans la liste de Sous le ciel parce que c'est le dernier truc auquel je m'attendais. J'ai été tellement surprise de voir ce roman-là dans son top, puis non seulement dans son top, mais son top 1, que ben, j'ai décidé de le lire, puis en plus je l'avais en 2 copies. En fait, un grand bout de temps, j'ai été abonnée à 2 box littéraires et les 2 avaient le même livre. Celui-ci, donc l'édition Fairyloot, l'édition All Crate, très jolie, toutes les 2. Mais bon, je l'ai lu en e-book parce que j'avais peur de briser mes beaux livres. C'est encore une fois une autre histoire, je sais. Je viens de commencer et à date, j'aime beaucoup. Écoutez, moi qui aime de la romantasy, ça m'étonne. Sérieux, ça m'étonne. En fait, pour l'instant, j'aime ça parce que la romance, elle est pas tant là. On la voit venir, on sait d'où elle arrive, on sait comment elle va arriver. En fait, je pense que je sais comment elle va arriver. Mais en fait, l'intérêt du roman, il est ailleurs. Et non, il est pas sur l'univers fantasy. Parce que, bon, c'est pas très développé comme truc. Mais quand même, il y a un petit côté mythologique qui est intéressant. Je m'explique. En fait, on est dans un monde qui ressemble au nôtre, mais c'est pas le nôtre. Il y a pas les mêmes dieux, il y a pas la même histoire. Et l'univers ressemble un peu au début du 20e siècle. Genre dans le bout de la Première Guerre mondiale, mais il y a quand même des voitures, donc c'est un petit peu mêlé tout ça. Mais le type de guerre qu'il y a dans le roman, c'est une guerre type Première Guerre mondiale. Notre personnage principal, c'est une jeune fille, elle est de milieu modeste, elle a toujours voulu écrire et elle a une mystérieuse machine à écrire qui lui a été léguée par sa grand-mère. Son but dans la vie, c'est d'avoir un poste dans un prestigieux journal, elle voudrait un poste de columniste, comme on dit en français, en tout cas columniste. Sauf qu'en fait, dans le journal, ils sont 2 qui veulent ce poste-là. Elle et un petit garçon de la haute, arrogant, beau comme tout, mais qui fait chier. Bon, devinez d'où va venir la romance. Parallèlement à ça, on a le frère de notre personnage principal qui est parti à la guerre, qui a entendu l'appel de l'un des dieux, parce que la guerre, c'est pas 2 peuples qui se font la guerre, ce sont 2 dieux qui se font la guerre et ils appellent les hommes pour se battre pour eux. Ça, et le peu de magie qu'il y a dans le monde, c'est tout ce qui est fantastique. En fait, c'est pas très développé, là, c'est pas plus que ça. Du moins à date, parce que j'ai pas fini le livre. Peut-être que ça va se développer par la suite. J'en ai un petit bout de lu et la surprise, c'est que c'est très bien écrit.
Ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu un roman jeunesse, un peu romance, aussi bien écrit que ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman jeunesse tout court, pourrez-vous dire, mais l'écriture, là, ça passe. C'est très évocateur comme plume, c'est pas trop flowery, mais c'est bien. C'est cool. En fait, il y a un côté cinématographique à tout ça. Et ce que j'aime à date, c'est que ça aurait pu rester une chicane de salle de nouvelles, mais ça va totalement ailleurs. Et ça, à date, ça me plaît beaucoup. Je me dis, ça pourrait être quelque chose qui ne soit pas du tout en fantasy, un roman de guerre, et ça fonctionnerait aussi bien, tout est là. Les personnages sont attachants, ils ont une histoire, et j'imagine qu'ils vont se retrouver dans des situations où la vie ne tient qu'à un fil. Donc, je le finis et je vous en reparle. Oh my god, je viens de me laver les cheveux. On dirait que je me suis mis les doigts d'une prise de courant. Aïe aïe aïe. Bon, je vous reviens parce que j'ai terminé Divine Rivals de Rebecca Ross et mon avis final, j'ai beaucoup aimé en fait. Oui, j'ai beaucoup aimé une romantasy. Bon, je ne suis pas aussi pâmée que Sous le ciel, parce que pour moi, oui, j'ai eu des émotions, j'ai une petite larme à un moment donné, quand il était question de sa maman, ceux qui l'ont lu vont comprendre, mais j'ai quand même eu un petit passage à vide au moment des grandes déclarations d'amour, et ça, je passais plus vite, là. Ça m'intéressait un petit peu moins. Par contre, si vous aimez les romans de guerre avec une fantaisie qui est assez light, sérieux, essayez ça. Vous allez peut-être découvrir un style que vous aimez parce que, comme je le disais dans le premier clip, c'est bien écrit, c'est bien fait, il y a une vraie histoire, une vraie évolution des personnages. Et comme on est en temps de guerre, tout est plus intense. On sait jamais quand on se lève le matin si on va se coucher le soir. Et il y a des liens qui se forment super rapidement, des liens qui sont super forts. Il y a un côté found family dans tout ça. Et ça, mais veut pas, ça donne un aspect hyper dramatique, hyper émotif à toutes les scènes. C'est un roman qui est prenant, je l'ai lu en une soirée et demie et là j'ai la suite et je vais lire la suite quand même assez rapidement parce que avec la façon dont ce roman-là finit, on veut voir où ça va aller. Parce que ça pourrait s'en aller dans plusieurs directions et quand j'ai commencé le roman, je pensais pas que ça irait jusque-là. Donc je suis contente de voir d'où on part et où on arrive. Il y a plein d'éléments qui s'entremêlent. On sent que l'autrice a pensé à son affaire. Et ouais, ça me plaît. Bonne lecture. Si on y va maintenant avec Anne Literarum, j'avais sélectionné 3 romans qui me tentaient peut-être. On parlait de Fury de Marie Vincent, de I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy ou de The Bell Jar de Sylvia Plath. Anne avait réussi à me convaincre pour un de ses ouvrages et le voici. Donc c'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, me semble. En tout cas, la fille qui jouait genre Sam dans iCarly. Jamais de ma vie est-ce que j'aurais pensé d'avoir comme un celebrity memoir dans ma liste de livres préférés de l'année. Mais genre, man, premièrement, elle écrit trop bien. Tu sais, les célébrités qui écrivent des livres, des fois t'es genre, man, t'es pas faite pour la littérature. Genre, toi, t'es faite pour la caméra puis comme dire qu'est-ce qu'on t'a dit de dire. En tout cas, moi, ça m'a comme vraiment beaucoup touché comme livre, ok? Genre, j'étais actually comme sur le bord de pleurer puis ça se lisait de même. Fallait absolument que je sache la suite. Puis c'était comme au-delà de la curiosité pour les célébrités. Genre, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Bon, toujours aussi échevelé, je reviens vous tourner un autre petit clip parce que j'ai commencé I'm Glad My Mom Died. I'm Glad My Mom Died. Je vais jamais réussir. Vous avez pas vu, là, j'ai coupé 10 prises. De Janet McCurdy. I'm Glad My Mom Died. I'm Glad My... Je vais te prendre de l'eau. Je m'énerve. Tu sais, je dis que je prends de l'eau. Who am I fooling? Et, contre toute attente, j'aime bien à date. Il faut savoir que tout ce qui est mémoire, tout ce qui est autofiction, c'est pas toujours mon truc d'habitude. Mais là, ça me plaît. Peut-être parce que je ne sais pas du tout qui est cette fille. Clairement, c'est une child star, mais je n'avais aucune idée de son existence avant qu'elle écrive ce mémoire. Donc, je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tendance à me sentir voyeuse assez rapidement, surtout quand je connais un peu la personnalité publique, tu sais, fait que là, je la connais pas. Donc, ça passe à date. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça parle de sa relation avec sa maman qui avait certains petits côtés manipulateurs, en fait, certains gros côtés manipulateurs, et qui avait décidé que sa fille serait une grande actrice. Et tout ce qu'elle va faire pour ça, elle va lui faire croire que c'est son vœu à elle, alors que clairement pas. Et la relation entre les deux, elle est
super intéressante, mais super, super, super malsaine. Après avoir lu ça, là, c'est impossible de regarder ces jeunes stars-là, ces jeunes vedettes-là, et pas se demander qu'est-ce qu'il y a en arrière. Tu sais, la mère, ce qu'elle lui fait subir, là, c'est carrément de la maltraitance, il n'y a pas d'autre mot pour. Et ce que l'autrice fait, c'est qu'elle essaye de se remettre dans sa tête de petite fille de 6, 7, 8, 9 ans et de nous relater qu'est-ce qu'elle ressentait à ce moment-là, parce que cette mère-là, elle l'aimait plus que tout. Ce qu'elle voulait, c'était lui plaire, c'était que sa mère soit heureuse, que sa mère soit bien. Sa mère, elle avait survécu à un cancer, donc il fallait lui faire attention, il fallait éviter de la contrarier parce que ça pouvait exploser. Donc, voir ce mode de pensée-là se construire graduellement dans la petite tête d'une enfant, c'est déchirant. Donc, j'aime beaucoup à date, et en plus, c'est bien écrit. Tu sais, je pourrais dire que c'est witty, comme ils disent en anglais, mais c'est pas drôle, là. S'il y en a qui s'attendent à de l'humour, c'est aucunement drôle. C'est horrible, ce qui se dit là-dedans, mais c'est bien fait, et la vision que l'autrice nous propose, c'est intéressant. Donc, je vous en reparle plus tard un peu. On est à 75 pages de la fin de I'm Glad My Mom Died, je l'ai mieux dit que l'autre fois, puis là, je suis tannée. Là, je suis vraiment tannée. Autant j'ai aimé toute la première partie quand elle était enfant. Là, elle est devenue adulte et elle essaie de se remettre un peu de tout ça, là. Puis là, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça comme 300 fois et là, j'ai plus d'intérêt. Tu sais, vous me l'auriez demandé, là, j'aurais pas cru que ce serait possible d'adorer un livre au début et d'avoir le goût de la DNF à 75 pages de la fin, donc je vais le finir, mais je suis vraiment tannée, là. En fait, la gaffe que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir sur Internet qui était Jennette McCurdy. J'aurais pas dû, parce que là, maintenant que je l'ai personnifiée, on dirait qu'il y a des choses que je voudrais pas savoir. J'ai pas besoin de savoir ces choses-là qui sont tellement intimes. Je sais pas, on dirait que ça m'intéresse juste pas, tu sais. Je suis pas mieux qu'une autre, là. J'aime ça connaître les potins de tout le monde, mais je veux pas aller dans les détails. Tu sais, ça fait encore une fois que je me sens voyeuse, puis autant j'ai aimé la première partie, là, voir la relation avec la mère et tout ça. Là, j'ai vraiment beaucoup moins d'intérêt. Là, on a une jeune femme qui est complètement perdue, qui doit se redéfinir elle-même parce qu'elle sait plus qui elle est. Elle a vécu pour plaire à sa mère toute sa vie, donc elle est qui elle dans tout ça. Et comme la plupart des jeunes starlettes, bon, ben, elle va boire, elle va faire des conneries. Puis oui, on comprend pourquoi elle le fait. Oui, ça nous donne une vision pourquoi ils font tout ça, mais ça m'intéresse pas. Par exemple, ça va parler de troubles alimentaires. Puis quand le livre commence, on a une petite phrase qui est quand même très, très, très forte par rapport à ça, comment ça avait d'importance pour elle, son poids, son apparence et qu'est-ce qui lui était dit. C'est horrible qu'est-ce qui lui était dit. Mais il me semble que j'ai lu des romans qui traitent tellement plus en profondeur de ce sujet-là que j'ai de la misère à trouver ça passionnant. Et en disant ça, je n'enlève rien à l'expérience de l'autrice vu que c'est un mémoire, vu que c'est de la non-fiction, mais ce que ça me dit, c'est que c'est pas mon genre de prédilection, c'est pas pour moi et que c'est probablement pas un genre de lecture vers lequel je vais retourner. Je suis allée parce que tout le monde me disait que c'était fabuleux, même des gens que je n'aurais pas cru qui auraient aimé ça. Tout le monde me disait « lis ça, lis ça, lis ça, c'est donc bien merveilleux ». Oui, c'est cool. Il y aurait eu 150 pages, le roman, c'est pas un roman, le mémoire, ça aurait été génial, j'aurais adoré ça. Mais là, ça traîne en longueur. Je vais le finir, là, mais ça me tente plus, là. Si je m'écoutais, j'arrêterais, je me demande vraiment ce que le reste va m'apporter. Bon, je vous retrouve pour un dernier clip sur I'm Glad My Mom Died. J'ai terminé. Finalement, oui, il y avait des longueurs. Il y avait des longueurs. Par contre, quand on parle de troubles alimentaires plus vers la fin, j'ai trouvé ça plus intéressant, même s'il y a un bout dont je me serais passée. Je ne termine pas sur une mauvaise impression. Ce que ça me dit par contre, c'est que c'est pas une lecture qui était pour moi au départ, je ne crois pas qu'elle le soit. Comme je disais au départ, biographie, mémoire, c'est pas mon trip. Oui, je vais le lire, puis celle-là, je l'ai lu parce que tout le monde la lisait, puis elle faisait partie des favoris, mais ça reste que c'est pas le genre de truc qui m'attire. Je voulais dire autobiographie tantôt. Une biographie écrite vraiment plus tard par quelqu'un d'autre, d'une personnalité que j'aime, oui, mais pas de quelqu'un qui est encore vivant. On dirait que ça m'intéresse comme pas. On manque de recul. On dit que je suis colonne. Bref, mieux que ce que je pensais, mais quand même, c'était pas tant pour moi. On passe maintenant à Sylvain Dementi, notre célèbre tireur de tarot québécois. Dans ses favoris, j'ai pensé à lire Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, Cheval indien de Richard Wagamese et Silver Nitrate de Sylvia Moreno-Garcia. Puis là, ben, vous allez rire, mais regardez ce que j'ai choisi. Tu dis Michel Besson, Philippe Besson. Je l'ai découvert cette année et mon Dieu, que de bonheur, que de bonheur, que de beauté.
l'écriture de Philippe Besson, elle est fine, profonde, directe. Ce livre-là est composé de tout petits chapitres, de quelques pages, mais c'est pas parce que c'est des petits chapitres qu'on est en surface, là. C'est des petits chapitres, mais on va en profondeur à chaque fois. Bon, je vais vous avouer que je suis un petit peu triste parce que j'ai une blouse avec exactement le même motif que le roman dont je vais vous parler. J'ai une virée la maison de bar, là. Je sais plus est où la blouse, mais je suis certaine qu'il avait acheté la même image ou qu'il était allé chez le même imprimeur. C'était pareil. Je dois avoir une photo quelque part, je vais essayer de vous la mettre. Mais il me semble que ça aurait été full concept de vous en parler avec la blouse pareil. Bref, j'ai lu Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson et ça a été, ma foi, une excellente lecture, malgré le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec moi, Philippe Besson, ça passe. J'ai entendu dire souvent que c'est un auteur qui passe ou qui casse. Moi, ça passe sans problème. C'est très rare que je n'aime pas ce qu'il écrit. Dans ce roman-ci, elle essaie d'explorer ce qui pourrait passer pour la majorité de la population comme un fait divers, un féminicide, c'est-à-dire un homme qui tue sa femme. Parce que pour plusieurs, c'est ça. C'est pas plus important que ça. C'est limite dans l'ordre des choses, un crime passionnel. Oui, mais non. Mais bref, ici, on va explorer le sujet du point de vue de ses deux enfants. En fait, les deux enfants de la victime, là, principalement son fils qui a 19 ans, qui habitait à Paris depuis plusieurs années et qui n'a pas eu tant connaissance des choses, quoique un jour, il reçoit un appel de sa petite sœur qui dit « Papa vient de tuer maman ». Et à partir de là, son monde va partir en éclats. Dans tout le roman, on parle des victimes collatérales. Et le mot, il fait réagir quand même, hein? Victimes collatérales, comme si c'était à côté, mais c'est leur vie au complet qui est partie, c'est leur vie au complet qui est démolie, qui est envahie par cette chose-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur va être capable de se poser les bonnes questions et de voir tout ce qui se passe aux alentours, tout le quotidien, toutes les petites choses que ces enfants-là, que la famille a à traverser quand déjà ils sont en train de vivre l'horreur. Là-dedans, on a aussi un personnage principal qui se questionne parce que s'il est franc avec lui-même, est-ce qu'il est surpris? Peut-être pas tant que ça. Et il se demande comment s'en est arrivé là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, à quel moment il aurait pu voir. Et il y a énormément de gens qui se posent les mêmes questions. On a également toute l'ambivalence des sentiments par rapport au père, principalement dans le cas de la petite sœur Léa qui a 13 ans au moment des faits et qui, elle, a passé des bons moments avec son papa et qui, là, lui en veut, mais c'est plus trop parce que c'est quelqu'un qu'elle aime. En tout cas, je trouve que ça pose vraiment toutes les bonnes questions, c'est bien écrit, c'est bien fait. Jamais on va tomber dans le voyeurisme, jamais on va tomber dans le tire-larme non plus, même si c'est très touchant, même si c'est très triste. Moi, ce roman-là, ça a fonctionné avec moi. Le seul truc que j'aurais aimé davantage explorer, c'est probablement le personnage de la petite sœur. Parce qu'elle est toujours vue par le regard de son frère qui la sent partir, qui sent que ça va pas, mais il y a tout un côté choc post-traumatique qui, je crois, aurait pu être exploré davantage. Mais c'est pas le point de vue que l'auteur a choisi, mais il me semble que moi, j'aurais aimé en entendre parler plus. Donc, quand même, très bonne lecture et je vais garder ce livre sur mes étagères, il va aller là. Une toute nouvelle booktubeuse qui s'appelle Sab et les livres, avec qui je semble avoir beaucoup de goûts communs et elle a tendance à faire une vidéo, un livre, donc ceux qui aiment ce format-là, je vous conseille d'aller la voir. Dans ses préférés, j'hésitais à lire Une reine de Judith Elmaleh, Match de Lily Boisvert et Le garçon aux pieds à l'envers de François Blais. Voici donc ce que ça disait de l'ouvrage que j'ai choisi. Un autre de mes coups de cœur que j'ai lu cet été, je crois, c'est Match de Lily Boisvert. Et bon, c'est quoi cette histoire-là? C'est Lily Boisvert est une documentariste. Si je me trompe pas, c'est elle qui est l'auteur de Le principe du come shot. Come shot, c'est ça. C'est beau. Et donc, dans ce roman-là, qui est une autofiction, je présume, elle raconte une relation toxique qu'elle a eue avec un homme qui est un taré, narcissique et manipulateur. J'ai franchement eu un super coup de cœur pour ce roman-là. Pas tant pour l'histoire d'une relation toxique qui est quand même assez présente là, dans la littérature présentement. Et j'ai adoré le roman pour son humanité, son honnêteté de mettre sur la table qui, elle, femme, qui justement défend ce principe-là, s'est retrouvée dans une relation comme ça. Ça nous réveille, ça nous montre à quel point les relations humaines sont tellement complexes.
Des favoris de Sab, j'ai donc lu et terminé Match de Lily Boisvert. Je vous ai pas fait d'update au milieu parce que ça se lit très très vite, je l'ai lu en une demi-soirée. Et c'est un ouvrage qui était dans ma pile depuis sa sortie. Je l'avais reçu en service de presse surprise et je l'avais pas encore lu parce que j'avais lu le roman de l'autrice qui s'appelait Anan, que je n'avais pas du tout, mais pas du tout aimé. Et ce, contrairement à La Terre entière. Donc, j'hésitais. Par contre, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour lui donner une autre chance. Et savez-vous quoi? J'ai bien aimé ce roman-là. La dernière fois, j'avais vraiment pas accroché à la plume que je trouvais très très simple. Ici, c'est encore le cas, on a une plume simple. Sauf que je trouve que ce type d'écriture-là se prête très bien à ce type d'histoire-là également, qui est une histoire du quotidien. Une histoire qui devrait pas être banale, mais qui arrive trop souvent parce que les femmes qui sont victimes de ce type de violence-là ne s'en rendent pas toujours compte, et c'est le cas de la protagoniste. On va parler ici d'abus psychologiques, de violence psychologique, qui ne va pas jusqu'au cou. Tu sais, des fois, c'est moins clair. Du moins clair quand t'es dedans. Je crois que c'est arrivé à énormément de femmes et possiblement d'hommes de réaliser après une relation, mais oui, mais pourquoi j'ai accepté ça? Ça n'avait aucun bon sens, c'était de la violence. C'est arrivé à beaucoup de personnes, ça m'est arrivé, c'est jamais allé aussi loin que ça, ne vous inquiétez pas, mais il y a des choses qui étaient inacceptables et que, à ce moment-là, je réalisais pas. Et ce très court ouvrage, je crois que c'est de l'autofiction parce que l'héroïne, Émilie, a exactement le même parcours que Lily Boisvert, du moins le parcours professionnel. Puis en plus de ça, elle rencontre des personnages qui est très très facile d'associer à quelqu'un d'autre qui existe dans la vraie vie. Donc, ici, on va nous raconter l'histoire d'Émilie, qui est une jeune femme qui s'est toujours dit une jeune femme forte. Elle est pas née dans un milieu aisé nécessairement, mais elle s'en est sortie. Elle est capable d'en prendre, elle est féministe, elle est prête à prendre le taureau par les cornes et à recevoir certains commentaires. Certes, ça l'affecte plus qu'elle ne l'aurait pensé et à un moment donné, elle est sur une application et elle va rencontrer un mec qui est plein de red flags, mais elle va, malgré son idée d'elle-même qui est une femme forte, se laisser embarquer dans une relation qui est toxique. Et c'est cette partie-là que j'ai trouvée très intéressante, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux être féministe, tu peux avoir des valeurs, des principes. Des fois, ça dérape tellement lentement qu'on se rend pas compte. Tout ce côté-là m'a plu et je trouve que c'est une histoire qui est nécessaire. Par contre, moi, Karine lectrice, je me sens toujours extrêmement mal à l'aise en autofiction. Je me sens voyeuse, je sens que je sais des choses que je ne devrais pas savoir. Et là, je le sais que c'est ridicule parce que presque tout ça, c'est peut-être inventé, peut-être qu'elle ne se livre pas tant que ça, mais on dirait que quand je lis ce type de récit-là, je prends moi-même un pas de recul parce que je me dis, est-ce que je devrais vraiment savoir ça? Est-ce que je devrais vraiment être en train de lire ça sous cette forme-là? Mais ça, c'est vraiment moi en tant que lectrice. On a d'ailleurs des discussions passionnées avec Sylvain Desmenti à ce sujet qui, lui, adore. Et je crois qu'il avait aimé cet ouvrage-là aussi. Et sincèrement, moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai particulièrement aimé l'aspect de la femme forte, cette femme qu'on valorise terriblement, cette femme qui est capable d'en prendre, qui est féministe, qui revendique, mais qu'il faudrait pas qu'elle soit hystérique quand même. Quand même pas. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que elle se définit comme une femme forte, le mec, lui, va dire « Mais moi, je suis fragile. Moi, j'ai des blessures. Faut que tu fasses attention à moi. » Et tout le monde autour dit ça, là. Et ça me rappelle tellement de trucs que j'ai déjà vus. Cette partie-là, c'est venu me chercher. Et surtout, quand on a cette définition-là de nous-mêmes, de femmes fortes, féministes et tout ça, et que soudain, on se fait prendre. On veut pas le voir. Il y a un aveuglement qui est volontaire. Et quand on le réalise, on voit très très bien à quel point elle est détruite, non seulement par la fin de la relation, parce qu'elle l'aimait vraiment malgré tout, mais par le fait qu'elle ne sait plus qui elle est et que son image d'elle-même est complètement revirée de bord par rapport à tout ça et qu'elle doit se reconstruire. Donc, un ouvrage que j'ai aimé et que je suis contente d'avoir découvert grâce à Sab. Dans la liste de Maps Booktour, ma coloc du Salon du Livre de Montréal 2023 et que je vais avoir bientôt à Ottawa en 2024, ça va être cool. J'étais tentée par son coup de cœur ultime de 2023 qui était Cheval indien de Richard Wagamese, par Jusqu'à ce que ça fasse bagne d'Alexandra La Rochelle et par Grown de Tiffany D. Jackson. Qu'ai-je lu finalement? On va voir. J'ai trouvé que c'était un roman à fleur de peau. J'ai trouvé que c'était un ouvrage sensible et très intelligent. C'est un ouvrage qui, pour moi, là, a sonné ding 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 à la maison. Je me suis sentie vue au travers de ce personnage-là de Maëlia. Et c'est aussi une relation qui semble parfaitement
parfaite de l'extérieur. C'est une fille qui a pas beaucoup de capacité à communiquer. Il y a beaucoup de ces comportements que j'ai vus dans Maëlia, que je suis encore comme ça aujourd'hui. On n'est pas dans les clichés, on n'est pas dans les préjugés. J'ai trouvé là, que les personnages étaient super bien écrits. L'arc narratif de ce livre-là, la construction de l'histoire, puis le développement des comportements toxiques, je trouve que c'est super bien fait. Pour moi, c'est un roman vraiment incroyable qui dit ce qu'il a à dire, mais qui est super bien fait et qui est plus subtil que d'autres ouvrages. Tu sais, je trouve qu'il est plus nuancé. Alors, je vous reviens parce que j'ai terminé Jusqu'à ce que ça fasse bang d'Alexandra La Rochelle, qui était l'un des coups de cœur de Maps. Mais ça, vous le savez parce que je dois venir de vous le dire, hein? Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai fait ça là, juste parce qu'elle était certaine que j'allais lire Cheval Indien, puis je voulais la surprendre. Mais en fait, comme elle suit mes reviews sur Goodreads, elle le sait. C'est n'importe quoi. C'est genre le plan qui fonctionne pas, là, c'est celui-là. Donc, ses lectures favorites des booktubeuses et booktubeurs québécois, c'est vraiment dans le thème de la violence et des relations toxiques, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'ici, c'est encore ce thème-là, les relations toxiques, mais chez les jeunes adultes, parce que c'est un roman jeune adulte que j'ai trouvé, ma foi, fort bien fait. J'ai vraiment aimé ça et ça m'a presque surpris. Parce que comme je pense que j'ai dû le dire tantôt, parce que je le dis tout le temps, mais que j'ai pas encore filmé ce clip-là, Maps et moi, on s'entend pas souvent. Mais ici, on a donc l'histoire d'une jeune fille qui s'en va au cégep à l'extérieur. Elle vient d'une petite ville de la Beauce. Elle a le copain parfait, ça va bien. Ils s'aiment, c'est son premier amour. Ils ont une histoire mignonne comme tout. Sauf que petit à petit, il y a des choses qui disent que elle est pas sûre, il y a des réactions un peu imprévisibles. Et finalement, elle commence à marcher de plus en plus sur des œufs dans sa relation parfaite. Mais elle se dit... Il est tellement fin, puis tout le monde l'aime, puis il m'a jamais battu, puis 99,99% du temps, il est adorable avec moi, il me dit qu'il m'aime. Bref, cette jeune fille-là, elle s'en va de chez elle, elle perd tous ses repères, et soudainement, ça va encore moins bien avec son copain. Donc, on a d'un côté la jeune fille qui part de chez elle alors qu'elle n'était pas tant prête que ça. En fait, elle fait face au monde des adultes, elle tripe au cégep, mais tu sais, à la maison, là, elle est moins pire que moi. Elle a déjà vu une laveuse de proche, mais elle est tellement perdue, pauvre poulette. Et en plus, elle a pas le support qu'elle voudrait avoir de son copain. Tu sais, c'est comme si tous les fils qui la rattachaient à son enfance étaient coupés en même temps. Puis en même temps, elle a un de ses meilleurs amis, ça fait 2 fois que je dis en même temps, hein, qui lui est dans une relation qui est vraiment pas cool, là. Ça, c'est violent, ça c'est clair. Donc elle compare les deux et ça remet plein de choses en perspective. En fait là, faites lire ça aux jeunes filles de cet âge-là. Il faut faire lire ça à la fin du secondaire parce que ça montre que des fois, c'est insidieux, c'est pas si clair que ça. On n'est pas supposé avoir peur de tous les mots qu'on dit quand on est avec des amis ou encore moins avec son amoureux. On a une écriture qui est très orale, comme toujours avec Alexandra La Rochelle, mais pour moi, ça a passé. Il y a des gens qui aiment pas, mais moi, dans ce texte-là en particulier, ça sonnait vrai, ça a super bien passé. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution d'un personnage secondaire qu'on rencontre quand elle arrive au cégep. Par contre, la fin, il faut qu'il y ait une suite. Il faut qu'il y ait une suite. Je pourrais me contenter de cette fin-là, mais sérieux? Sérieux? Non. T'sais, oui, mais non. Bref, une bonne lecture, mais je suis un peu fru quand même. Ouais. Dernière booktubeuse à figurer dans cette vidéo, il s'agit de Cindy Landes qui est capable de faire des vidéos du début à la fin. Je l'admire tellement, vous pouvez même pas vous imaginer. Dans sa liste, j'avais sélectionné La Ballade des adieux de Laurie Lanson, Le Grand Feu de Léonore de Recondo ou encore Entre toutes les mers d'Ashley Audrain. On va écouter Cindy. Mais dans ce cas-ci, c'est l'écriture. L'histoire aussi est très belle, mais j'ai tellement trouvé la plume magnifique. Je trouvais que c'était mélodieux presque à lire. C'est tellement beau. Et ce livre, c'est Le Grand Feu de Léonore de Recondo. Et dans ce livre qui mélange fiction et histoire, on est en fait à Venise en 1699, dans un orphelinat qui a réellement existé, dans lequel enseignait Vivaldi. Bon, je filme 2 clips de suite, je suis donc habillée pareil. Mais c'est pas, j'ai beaucoup lu en fin de semaine, puis là, je suis un peu paresseuse d'aller me changer, tu sais. J'ai commencé Le Grand Feu de Léonore de Recondo, qui était un choix de Cindy. Pourquoi je dis toujours ça? Mais vous le savez pourquoi je dis toujours ça. Ici, on va changer de décor parce qu'on est à la fin du 17e siècle, ou au début du 18e, en tout cas, fin, fait qu'on passe au début du 18e, en tout cas,
Vous voyez? On est à Venise et on est avec une jeune fille qui a été placée dès sa naissance à la Pietà, qui est un orphelinat, mais qui va former des jeunes musiciennes et dans cette école enseigne le grand Antonio Vivaldi. C'est quoi l'accent italien? Où on met les accents en italien, hein? Dites-moi. J'ai l'air moins folle. À date, là, sérieusement, la plume, je trouve ça tellement, tellement beau. On entend la musique, tu sais, ça parle de musique, on entend la musique. Quand ça parle de musique, les sentiments, la flamme qui monte, je suis pas mal sûre que l'autrice doit être musicienne. Je le sais pas, là, mais je suis presque certaine. Tellement c'est comme, ça prend au trip ce truc-là. Et c'est fou parce qu'avec ces mots-là, on voit Venise. Tu sais, ça parle de musique, mais on voit Venise. C'est une jeune fille qui est prise entre quatre murs et quand elle réussit à sortir les émotions qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, c'est tellement magnifié, c'est hyper beau. Il y a l'air d'avoir une très très belle histoire d'amitié entre Ilaria, notre jeune protagoniste, et Prudencia. Comment je le prononce? C'est horrible. Faut que j'apprenne l'italien. Ouais, c'est la décision du jour. À date, ça me plaît beaucoup. C'est une plume qui me fait triper. Donc, ouais, pourquoi pas. Je vais le finir tantôt. Bon, je pense que je vous ai menti dans le clip précédent. Non seulement on n'est pas plus tard dans la journée, mais on est genre une semaine plus tard parce que, imaginez-vous que cette semaine, ben, je travaillais. Puis quand je travaille, ben, je lis pas. Fait que ça m'a pris une semaine pour lire 200 pages. Excusez, c'est ça. J'ai donc terminé Le Grand Feu de Leonardo Recondo et ce que j'ai à dire, là, parce que je viens juste de le finir, mais pourquoi cette fin-là? Pourquoi? On n'aurait pas pu aller ailleurs, on n'aurait pas pu faire plus original. Pourquoi? Oui, tu sais, on parle d'une histoire d'amour qui est tragique. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire d'amour. J'ai aimé dans cette histoire-là, avec cette plume-là, vivre un premier amour qui est magnifique, qui est à peine réel, en fait. Tu sais, ils sont tellement naïfs, tous les deux, et c'est bien écrit, c'est encore de la musique à mes oreilles du début à la fin. Mais on dirait que je peux pas mettre un 4 étoiles à cause de cette fin-là. Il me semble que j'aurais tellement aimé autre chose. Tu sais, tout au long du roman, on a une jeune femme qui est capable d'apprécier les petits moments, une jeune femme qui réfléchit sur la condition féminine de l'époque parce qu'elle n'est pas un homme, elle est prise pour se marier, pour être veuve, elle n'est définie que par sa relation avec un homme et ça la dérange. Ou encore, ben, rester au couvent ou continuer à faire de la musique, mais pourquoi cette fin-là? J'aurais tellement aimé ça d'autre chose, c'est ça. J'ai tout aimé sauf la fin, fait que grosse déception pour la fin. Mais j'ai aimé le roman, puis je vais la relire, cette autrice-là, parce qu'elle écrit vraiment bien. C'est musical. Oui, je ne suis pas originale. Et j'ai une couette qui est tannante ici, là. Ma queue de cheval, elle me gosse. Alors, c'est ça. Peut-être que si on m'en parle dans 3 jours, je vais être moins insultée, puis je vais dire que j'ai vraiment aimé. C'est une note qui peut changer, là, parce que j'ai tout aimé, mais j'ai comme été frue par la fin. C'est le chasse-neige qui vient de passer. Donc, on va dire que c'est une lecture en ascenseur émotionnelesque. Alors voilà, c'est tout pour le premier épisode de cette série de vidéos qui va parler des favoris des Booktubers. J'adore faire ça. J'aimerais ça faire les favoris des Instagrammeurs aussi. Ouais, j'ai juste plus de misère à trouver ces posts-là et à les récupérer par la suite. C'est compliqué ma vie, sérieux. Donc, dites-moi tout. Auriez-vous choisi le même livre que moi? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous tentent, des choses que vous avez lues, que vous avez aimé, pas aimé? Les commentaires, c'est tout pour moi. J'adore ça. C'est vrai, en plus, j'aime vraiment ça. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji sushi, comme mes boucles d'oreilles. Voyez-vous, j'ai des boucles d'oreilles en sushi parce que imaginez-vous que je suis allergique au vinaigre de riz. Je peux plus en manger. Je suis tellement malheureuse que je m'en fiche dans les oreilles. C'est ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un pouce en l'air, vous pouvez également la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!